remercier l'Association des sages-femmes ivoiriennes qui célèbre cette année les festivités liées à la Journée internationale de la sage-femme à Gagnoa. Les féliciter, leur dire bravo et leur dire merci également pour l'initiative. Et je suis le docteur Estelle Akissi, épouse Bapa. Je suis médecin du travail. Je suis responsable du pôle santé mentale au travail et gestion du stress du programme national de santé mentale. Et donc, aujourd'hui, je serai avec vous pour animer ce petit webinaire-là. Et je tiens encore à m'excuser pour les soucis techniques, voilà, qui a occasionné ce retard de démarrage. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre présentation. Donc, le titre, c'est de promouvoir le bien-être mental des sages-femmes pour une amélioration de la qualité des services de santé maternelle, néonatale et infantile en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi ce thème? Parce qu'il nous a semblé vraiment important, déjà même de prendre soin de la santé mentale des professionnels de santé, donc du ministère de la Santé, et en particulier des sages-femmes, parce que nous savons que la sage-femme représente, en tout cas la coopération représente l'épine dorsale, donc cette colonne vertébrale qui sous-tend le système de santé ivoirien. Et nous, au Programme national de santé mentale, on est parti du postulat que sans un bien-être mental, sans un bien-être physique de celle-là même qui porte le système de santé de Côte d'Ivoire, il serait impossible d'avoir justement de bons résultats, de réduire la mortalité materno-infantile. Il est bien d'axer nos interventions sur les réponses, sur les indicateurs, mais il est aussi important, je pense, voire primordial, fondamental même, de prendre soin de ces acteurs-là qui s'en occupent. Et donc, le sommet que je vous présente, c'est un contexte des notions de base, des signaux d'alerte, des stratégies de prévention. Donc, c'est quelque chose de vraiment simple et basique. Nous partons sur une approche santé mentale, santé publique. Et sur cette base-là, nous voudrons vraiment apporter des éléments de base, des notions de base pour sensibiliser, pour alphabétiser sur cette question de santé mentale. Alors, l'amélioration de la santé globale de la mère et de l'enfant, comme vous le savez, comme je le sais, est une priorité du gouvernement ivoirien. Et comme je le disais tantôt, cela ne peut se faire sans que les conditions de travail de ce personnel-là, notamment des sages-femmes, soient prises en compte. Sauf sans ça, on n'a pas des services de qualité. Et donc, pour la petite histoire, c'est qu'en collaboration avec la direction des ressources humaines du ministère de la Santé, avec l'appui technique et financier de l'UCP Santé Banque mondiale, en 2024, l'équipe du PNSM a conduit une enquête. Je pense que s'il y a des personnes dans la salle qui étaient dans les presses, dans en tout cas les sites qu'on a pu visiter, ces personnes-là pourront en témoigner. Et comme je le disais, c'était pour faire une photographie des conditions de travail, d'avoir les recommandations, les avis, aller auprès des sages-femmes, des agents de santé pour écouter leurs besoins et leurs priorités. Comme je le dis, hein, notre postulat, c'est qu'on prend soin des travailleurs et à cette condition-là, on a de bons résultats. Donc, l'objectif était de contribuer à l'amélioration de prestations de santé mère enfant de qualité, de réduire surtout la mortalité materno-infantile. Donc, aujourd'hui, l'objectif de la présentation, c'est d'expliquer des notions de base, c'est vous donner des petits signaux pour que vous puissiez reconnaître et détecter les problèmes de santé mentale chez vous, chez vos collègues, ainsi que chez vos participants, parce que le but de la manœuvre, c'est aussi ça, de pouvoir identifier ces signaux chez vos participantes et de pouvoir les référer ou faire la première prise en charge de première ligne à temps. Et puis, vous donner quelques stratégies de prise en charge et de prévention de la santé mentale. Alors, je voudrais commencer en vous présentant ces quelques chiffres issus de notre enquête de 2024. Nous avons visité 79 établissements sanitaires
Nous avons interrogé 905 professionnels de la santé, dont 40,6% de, de sages-femmes. Pour vous dire que vraiment, les sages-femmes étaient au cœur de cette enquête et on a fait un focus particulier sur ces sages-femmes-là. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le taux de stress, le taux d'anxiété, le taux de dépression chez les sages-femmes au niveau des distress était plus élevé que chez les autres agents de santé. C'est-à-dire, quand vous voyez sur le pictogramme sur votre gauche, vous voyez juste en bas, c'est écrit général. Je ne sais pas si mon curseur, vous le voyez. Voilà. Général, c'était tous les autres agents de santé, médecins, infirmiers, AS, tous ceux qui travaillent dans le soin. Et puis, nous avons pris aussi le soin d'extraire de ces résultats-là les prévalences pour les responsables, c'est-à-dire tous ceux qui occupent des postes de responsabilité. Et comme vous pouvez le constater, c'est clair, l'hypothèse que nous avons émise avant de partir sur le terrain a été confirmée par les résultats parce que nous voyons que les sages-femmes sont beaucoup plus anxieuses, sont beaucoup plus stressées et sont beaucoup plus dépressifs que la plupart des travailleurs. Et donc, au-delà de rechercher ces prévalences-là chez notre population, nous avons aussi enquêté sur les violences subies par les agents de santé et nous avons remarqué également que 63% des prestataires ont été victimes de violences au moins sur leur lieu de travail, que ce soit une violence verbale, une violence physique et tout ça. Et nous sommes rendus compte effectivement qu'au niveau des établissements de santé, il n'y avait pas de mécanisme de réponse et de prévention et de gestion de ces cas de violence. Ce qui veut dire que lorsque un agent de santé se fait agresser, une sage-femme se fait agresser, généralement, on résout ça à l'amiable. On va dire non, c'est le client ou bien c'est le patient. On trouve en tout cas des moyens de résoudre le problème et on ne prend pas en compte véritablement le ressenti, la frustration de l'agent de santé, notamment de la sage-femme, ce qui peut engendrer des problèmes de santé psychologique chez ces personnes-là. Et on a également noté que les agents de santé ont à 94% étaient tous d'accord qu'on leur fasse des formations sur la gestion du stress, sur les questions de santé mentale, ce qui justifie notre présence aujourd'hui. Et puis, nos responsables, parce que justement, le type de management peut avoir un impact sur la santé mentale, il était important de former et d'accompagner tous les responsables, toutes ces personnes-là qui occupent des postes de responsabilité, de management, de leadership au sein du système de santé sur la santé mentale et puis sur comment manager les équipes pour préserver donc leur santé mentale. Et donc, je vous parlais de notions de base. Nous, on aime rappeler, en tout cas au programme national de santé mentale, on aime rappeler la définition de la santé qui est un état de bien-être complet, de bien-être physique, mental et social. Et partant de cette définition, on se rend compte que la santé en général, donc la santé globale, c'est la santé mentale plus la santé physique. Donc, il n'y a pas de santé sans la santé mentale. Donc, cette notion doit être prise en compte, elle doit être comprise et elle doit être entretenue par les agents de santé, notamment les sages-femmes. Donc, si on comprend cette notion, on voit que la santé mentale, elle est importante. Ce que je n'ai pas mis sur cette slide, sinon dans cette présentation, parce que je vous l'avais présenté l'année dernière au lancement de cette plateforme ECHO, c'est que pendant notre enquête en 2024, nous nous sommes rendus compte que la notion même de santé mentale n'était pas très bien comprise par les agents de santé de manière générale, que ce soit des médecins, les infirmiers, les sages-femmes. Donc aujourd'hui, on a bien voulu vous faire un rappel de cette notion qui est la santé mentale. C'est que la santé mentale est un état de bien-être qui va nous permettre en tant que travailleur, en tant que sage-femme, de réaliser son potentiel. Donc, je suis une sage-femme à la vaccination, en postpartum, en salle d'accouchement. Parce que j'ai un bon état de santé mentale, je peux réaliser mon plein potentiel. Je peux
faire mes gardes en ayant toutes mes facultés pour décider, pour prendre des décisions, pour agir à temps, pour faire face, je voulais dire, aux difficultés, aux complications qui pourraient survenir lors de l'accouchement. Parce que j'ai un bon état de santé mentale, je peux travailler de manière productive, je peux travailler avec succès et je peux apporter à ma communauté, apporter à mon centre de santé, apporter à mon hôpital général, apporter à mon centre hospitalier et apporter au système de santé ivoirien. Donc, vous comprenez par cette notion que la santé mentale est une notion qui est très importante, qui est fondamentale et qui sous-tend les êtres vivants que nous sommes dans notre vie de tous les jours. Et cette définition-là, elle ne se rapporte pas seulement au monde du travail, en l'étant dans tous les aspects de notre vie. Donc, la santé mentale vous permet de pouvoir vivre, de pouvoir affronter des difficultés de la vie, parce que les difficultés, on en aura toujours, mais justement, cette santé mentale-là, quand elle est bien prise, bien entretenue, bien gérée, nous permet justement d'affronter toutes ces difficultés, pardon, que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau, on va dire, familial, euh, personnel et autres. Donc, après cette définition de la santé, rapidement, on va vous faire le rappel des 4 composantes. Donc, la santé mentale, on sait ce que c'est aujourd'hui, mais elle a 4 composantes. 4 composantes qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que la santé mentale, c'est une notion abstraite. On ne peut plus le dire parce qu'on sait qu'on a ces composantes-là sur lesquelles on peut se référer lorsque on veut savoir si une personne est bien ou pas. Donc, au niveau des composantes, la première, c'est la composante cognitive. C'est cette composante-là qui va nous permettre de réfléchir. Lorsque je suis en salle d'accouchement ou en CPN, je vois un cas qui me semble un peu pas net, de prendre la bonne décision, de demander un bilan en plus, de demander l'avis d'une collègue, de l'avis du gynéco, ou lorsque je suis en salle d'accouchement, de me dire, non, cette femme, je pense qu'elle est en train de faire une complication, bien, elle est en train de saigner, il faut que je la refais. Donc, c'est celle-là qui nous permet vraiment de prendre les bonnes décisions, de réfléchir, d'avoir une très bonne idéation. Et puis, vous avez la composante affective, vous l'aurez deviné, c'est cette composante-là qui va être liée donc aux émotions, qui va être donc liée à l'affect, aux sentiments. Et c'est cette composante-là qui va se manifester généralement quand on commence à être en souffrance psychologique. On va avoir une irritabilité. On dit non, les sales femmes sont en griffe méchante. Elle tape les parturientes, mais ce n'est pas forcément la nature de la personne. Peut-être qu'elle a traversé des épreuves et puis là, elle est en souffrance, elle également. Donc, je ne suis pas en train de justifier certains faits, mais je suis en train d'essayer d'expliquer de manière scientifique et logique ce qui pourrait arriver. Donc, c'est une sage-femme chez qui, à la garde, ses consoeurs, pardon, auront du mal à communiquer avec elle parce que elle est irritable, elle est nerveuse. Et puis, vous avez cette composante qui est la composante physiologique, qui est celle-là qui va se caractériser par la manifestation de tout ce qui est symptômes physiques. Donc, tremblement, le cœur qui bat vite, ou on a une sage-femme qui a des troubles du sommeil, qui ne dort pas suffisamment assez parce que elle a un trauma psychologique qui traîne depuis des années, qui commence à avoir un impact sur sa vie professionnelle, sur sa vie personnelle. Une personne qui a des courbatures, des lombalgies. Donc, c'est une somatisation entre griffes de cette souffrance, de ce problème de santé mentale. Et puis, vous avez la composante comportementale, qui est cette composante-là qui définit nos interactions, c'est-à-dire comment j'agis, comment je collabore avec mes consoeurs, avec mes compères, avec le staff qui est au sein de l'hôpital. Il y a des personnes qui sont difficiles en termes de collaboration. On trouve qu'elle est bizarre, donc on va carrément l'isoler. Personne ne veut faire la garde avec elle. C'est une sage-femme, pour d'autres, elle va beaucoup parler, pour d'autres, elle va peu parler, elle ne va pas communiquer, et donc c'est compliqué. Vous imaginez qu'au cours de la garde, ça peut créer, ce souci de communication peut créer des problèmes beaucoup plus graves. Et donc,
il y a des facteurs qui vont amplifier ou bien qui vont préparer un nid à la survenue de problèmes de santé mentale, de maladies mentales. Et donc, au titre de ces facteurs-là, on les regroupe en 6. Et je pense que la fonction de sage-femme doit regrouper au moins 5 de ces facteurs pour vous dire comment c'est une profession qui est assez difficile en griffe, qui demande beaucoup de dons de soi. En termes d'exigence de travail, on va parler de l'intensité du travail, de la charge de travail. Pour celles qui sont en maternité, elles savent. Vous pouvez avoir une garde qui est très calme, mais comme vous pouvez avoir une garde très mouvementée avec des parturientes qui arrivent toutes au stade actif du travail, avec des complications du postpartum. Vous avez une éclampsie ou une prééclampsie à surveiller et ça ne finit pas. Au-delà de ces urgences à gérer, il faut remplir tout ce qui est document administratif, les pathographes, les registres, avec maintenant le PBF, tous les documents qu'il faut remplir. Et quand on sort de la garde, on est vraiment au bout du rouleau, on est claqué. Donc, c'est une profession qui est assez exigeante en termes d'exigence du travail. Et puis, il y a vraiment l'exigence émotionnelle aussi qui, qui est très présente parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on ne peut rien. Et même si vous avez des problèmes, même si vous arrivez que votre fils est malade, votre enfant, votre mari est malade, vous n'avez même pas le droit de faire transparaître ça sur votre visage parce que la femme peut mal interpréter, le parent qui est à côté peut mal interpréter pour dire que bon, la sage, son visage est toujours serré et tout et tout. Donc, ce poste que vous occupez, parce que vous êtes au contact de l'humain, fait que vous êtes obligé de, de mettre vos émotions de côté. Et puis, vous avez l'autonomie de la marge de manœuvre qui est cette famille-là où vous ne pouvez pas forcément décider de ce que vous voulez faire. Il y a des procédures, des protocoles à respecter. Et par moments, c'est tellement rigide que ça fait souffrir le travailleur ou la travailleuse. Et vous avez la quatrième famille, c'est les rapports sociaux dégradés. Je pense en tout cas que travailler dans un environnement de travail toxique où on ne se parle pas, on griffe, où on a les on court, où il y a beaucoup de commérage, de bruit de couloir, c'est pesant. Et on dit généralement que lorsqu'il y a beaucoup de femmes dans un endroit, il y a toujours des disputes. Donc, dans le monde, je ne dis pas que c'est le cas de tous les services de maternité ou de autres services, mais en tout cas, on a pendant l'enquête entendu beaucoup de désaccords, de problèmes de communication entre les sages-femmes. Et le conflit de valeurs, comme je disais, c'est pas très présent ici au niveau de la profession, mais c'est lorsqu'on n'est pas aligné sur ce qu'on fait, lorsque ce qu'on fait n'a pas du sens. Et puis, vous avez l'insécurité de la situation de travail, mais qui n'est pas vraiment connue par nous les fonctionnaires parce que généralement, euh, quand on est engagé, c'est juste qu'à la retraite, à moins que vous ayez fait une faute très grave. Donc, voici tous ces facteurs-là qui peuvent jouer sur votre bien-être et faire que la qualité du service que vous allez rendre va être entachée, va être réduite. Au-delà de ces facteurs qui sont présents donc au milieu professionnel, on a des facteurs individuels. Vous voyez, des facteurs individuels. Et ces facteurs individuels-là sont faits de plusieurs petits indicateurs. Vous avez les traumatismes du passé. Une sage-femme qui est dans une relation toxique où il y a beaucoup de violence, où ça ne va pas, son mariage bat de l'aile, aura beaucoup plus de pourcentage qu'elle fasse un problème de santé mentale. Une femme qui a été dans une zone de conflit, qui a eu une enfance difficile, qui a manqué d'amour, ou bien qui a eu l'absence d'un des parents, forcément, il y a ces blessures émotionnelles-là qui peuvent ressurgir
en plus de toutes ces difficultés au travail, pour amplifier le phénomène. Une personne qui a un problème de santé, que ce soit une hypertension, un diabète déséquilibré, même un cancer, une personne qui a un manque de confiance en soi, lorsqu'on parle de compétences psychosociales, qui n'a pas assez confiance en soi, qui a une faible résilience, forcément, lorsque la garde est compliquée ou bien l'environnement est toxique, on a plus de problèmes de santé mentale chez cette sage-femme-là. Alors, quels sont les signaux d'alerte? Je disais qu'il faut faire attention parce que c'est ça qui va nous permettre d'agir rapidement et de sauver des vies. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure des 4 composantes. Et donc, ces signaux d'alerte-là, au niveau cognitif, vous allez avoir une sage-femme qui aura des problèmes pour se concentrer sur ses tâches. Elle va faire des erreurs de soins. Elle va pas prendre de bonnes décisions. Elle va oublier en remplissant le carnet ou le pathographe de remplir des éléments importants. Donc, c'est une personne qui va accumuler les erreurs. À ce stade-là, ça ne veut pas dire que cette personne est malade. Ça veut juste dire que cette personne est en souffrance. C'est si ces symptômes, perdus dans le temps, que on va se dire, tiens, il y a un problème, il faut consulter. Donc, une personne qui est assez négative, une personne qui a tendance à ruminer, qui est pessimiste, c'est une personne chez qui il faut chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Une personne qui va beaucoup ruminer sur les événements passés, qui ne lâche rien, on va dire, elle, son affaire ne finit pas. Elle va, elle revient, va, elle revient. Toujours en train de répéter les mêmes choses qui sont passées. Il faut faire attention. Au niveau donc de la composante affective, c'est une personne qui sera profondément désespérée. Vous allez la voir, cette personne-là n'est pas positive du tout. C'est une personne qui est irritable. Il y a des personnes avec qui c'est difficile de travailler. Elles se fâchent pour tout et n'importe quoi. Il y a d'autres même qui vont pleurer. Il y a des personnes qui auront la frustration accrue, c'est-à-dire pour tout et n'importe quoi, cette personne est frustrée. C'est une sage qui vient, elle ne parle pas aux autres. Elle est dans son coin. J'ai l'impression que son visage est toujours serré. Ou elle est profondément anxieuse. Et puis, vous avez des symptômes aussi physiologiques. Cette femme-là sera constamment fatiguée. Ça fait qu'elle prend des arrêts maladie. Donc, si elle est dans une équipe de garde, vous devez être 3, qu'elle est tout le temps malade, c'est les 2 autres qui font la garde. Donc, ça va contribuer à amplifier la dégradation des rapports sociaux. C'est-à-dire, on ne va pas s'entendre parce que même si c'est moi, que si on est en binomage, qu'on doit travailler, que toi, tu es toujours malade et que moi, je dois faire le boulot, moi, je vais me taper tout le travail, forcément, à un moment donné, je vais commencer à m'énerver. Donc, nos rapports vont se dégrader. Et ça va donc cristalliser le climat de travail. Si vous êtes en maternité ou en CPN ou en vaccination, on arrive le matin, personne ne se parle, chacun dans son coin. Donc, vous voyez que ça peut, on va dire quoi, entacher la qualité du service parce que je n'ai pas envie de parler à X. Du coup, pour lui dire, donne-moi le carnet de l'enfant pour que je remplisse, je ne lui dis pas alors que je suis un peu loin. Donc, ça va réduire la communication. Je prends un exemple, on a la garde. Je suis seule à faire l'accouchement alors que j'ai besoin qu'on me passe le matériel. J'ai besoin qu'on m'aide pour l'accouchement, mais parce que je suis en froid avec ma collègue de garde, je me débrouille seule. Donc ça peut mettre en danger la vie de la mère et de l'enfant. Vous voyez. Et justement, ça nous fait mettre le pied dans le plat en ce qui concerne la composante comportementale. On va voir une sage-femme qui va commencer à s'isoler, qui ne sera plus performante parce qu'elle va accumuler les erreurs. La qualité de son service ne sera pas bien. Les femmes vont aller se plaindre chez le médecin-chef ou bien chez le directeur de son comportement. Ses collègues vont se plaindre également. Si c'est une personne qui consomme des substances, elle va commencer à boire. Généralement, chez les femmes, c'est les boissons alcooliques, énergisantes, où il y a de la caféine. C'est une personne qui va se négliger en termes de tenue vestimentaire. C'est une personne qui était très bien, qui s'habillait très bien, va commencer à se négliger. On va sentir un relâchement, une personne qui va s'isoler.
Donc, tous ces symptômes-là ne doivent pas nous faire fuir. C'est-à-dire qu'on voit un confrère, une consoeur dans cette position en tant que, déjà même agent de santé, ne pas exclure la personne, ne pas coller une étiquette à la personne, mais plutôt se rapprocher, si on en a le courage, pour chercher à savoir ce qui ne va pas. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, signaler à un responsable pour qu'ensemble, on puisse trouver la solution pour aider cette sage-femme. Et justement, on avait eu des cas pendant l'enquête, des sages-femmes malheureusement qui se sont fait violer dans des zones reculées, des sages-femmes qui sont dans des hôpitaux où il n'y a pas le matériel, les conditions de travail sont pénibles et qui, au bout de plusieurs années, commencent à désespérer et manifester des symptômes de souffrance psychologique. Et donc, les conséquences sont énormes et touchent à tous les organes et à tous les domaines de la santé. Au niveau physique, justement parce que le taux de stress est très élevé au niveau des sages-femmes, comme on a pu le voir sur la slide, les premières slides, c'est des personnes au bout de 5-10 ans, vous voyez des jeunes sages-femmes qui ont le diabète, qui ont l'hypertension, des sages-femmes qui font même de l'AVC, d'autres qui ont les troubles musculo-squelettiques, surtout les douleurs dans le dos. On a eu plusieurs cas où les gens sont venus consulter. Je me rappelle d'une dame que j'avais vue qui avait une hernie discale, mais elle était très jeune. Mais ce sont les postures, des cas de cancer, de cancer, notamment de cancer du sein. Vous savez que le stress est un facteur de risque de survenue du cancer du sein. Donc, on va commencer à avoir une prévalence de toutes ces pathologies-là qui vont augmenter chez les sages-femmes. Et puis, vous avez une atteinte aussi de la santé psychologique. Des personnes qui sont anxieuses, des sages-femmes qui sont dépressives, des sages-femmes qui vont faire du burn-out. Il y avait une enquête en 2020, pendant la COVID, on était à près de 59% de cas de burn-out dans les CHU, les 3 CHU d'Abidjan, et des idées suicidaires, des personnes qui ne peuvent plus vivre, qui ont envie de mettre fin à leur jour, ou ce sont des comportements addictifs, des comportements alimentaires, des troubles alimentaires, je vous l'ai dit, des femmes qui vont beaucoup grignoter et donc commencer à prendre du poids. Donc, elles vont rentrer dans un cercle vicieux. Le poids va augmenter, ça va avoir une incidence sur la santé physique. Donc, les maladies cardiovasculaires vont commencer, le diabète, l'hypertension, en plus du stress qui va amplifier cela. Et donc, dans la vie personnelle, il aura forcément un impact sur la vie familiale. Si vous êtes en burn-out, je ne vais pas vous en dire plus parce que vous allez faire des masterclass là-dessus, vous n'avez plus envie de partir au travail. Vous avez cette lassitude-là le matin à vous lever, à quitter votre lit. Vous ne voulez plus aller au centre de santé. Quand c'est lundi ou bien dimanche, on a comme si, c'est comme si on était malade. C'est pas qu'elles font exprès, mais cette personne fait exprès. Cette personne est profondément en souffrance. On va dire, elle est paresseuse, elle ne veut pas travailler, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que cette personne est en souffrance. Quand on dit vendredi ou les jours de repos, où la personne n'est pas de garde ou de permanence, cette personne est normale. Vous la voyez dans la rue, quelque part ailleurs, elle est normale. Mais quand elle est au centre de santé, ça ne va pas. On pense qu'elle est paresseuse ou bien qu'elle n'aime pas le travail alors que ça n'a rien à voir. Et puis, ça va avoir aussi un impact sur sa vie, comme je disais, sa vie familiale. Si elle est en dépression, elle a envie de rien. Elle n'a envie de rien. Il y a un trouble de l'humeur qui fait que tout ce qu'elle aimait faire, elle n'aime plus le faire. Et donc, ça peut être compliqué dans le couple, avec les enfants, avec la famille, avec le conjoint. Au niveau du centre de santé, bon, ça, je ne vais pas insister là-dessus. C'est beaucoup d'absentéisme. Les gens vont critiquer les agents de santé. Les sages-femmes sont mission de venir pas au travail. Les professionnels de santé désertent les hôpitaux. Ils sont toujours en clinique. Et puis, bon, il y a possibilité de conflit entre la population et les agents de santé. Et puis, on a beaucoup de demandes de mobilité. Je pense que le DRH était avec vous ce matin. Il pourra le confirmer. Beaucoup de demandes de mobilité parce que quand ça ne va pas, on se dit qu'en changeant de centre de santé, ça va aller. Alors que ce n'est que déplacer le problème. Vous voyez.
Le problème, c'est de partir savoir qu'est-ce qui me met dans cet état et pourquoi je suis dans cet état, et puis se faire aider. Je vais dire la solution. Alors, quelles sont les stratégies pour faire de la prévention et pour prendre en charge? Il faut savoir que la santé mentale, c'est aussi de la santé. Et donc, les stratégies, c'est quoi? C'est de faire de la promotion de la sage-femme, de la santé mentale de la sage-femme. C'est de renforcer les capacités avec des formations, avec des webinaires comme on le fait aujourd'hui pour maintenir un bon état de santé mentale. Lorsqu'on sait comment avoir un bon état de santé mentale, normalement, si notre santé compte pour nous, on fait attention. Ça, c'est pour tout le monde. Et puis, il y a des sages-femmes qui sont à des postes qui sont très intenses, surtout la salle d'accouchement. À ces sages-femmes-là, il faut que le médecin-chef, le DD, en tout cas le ministère, nous autres là, qu'on puisse penser des mécanismes pour vous, pour entretenir ces sages-femmes qui sont à des postes où le stress est hautement élevé, avoir des actions spécifiques pour ces sages-femmes-là. Et puis après, celles qui malheureusement seront malades, seront en souffrance, ça ne veut pas dire que quand on est malade, on a un problème de santé mentale, c'est pour toute la vie. C'est comme toute autre maladie, on prend ses médicaments, on s'en sort et on réintègre le travail, on réintègre le centre de santé. Et donc, pour ces personnes-là, il va juste falloir faire des thérapies, des psychothérapies ou, parce que ça peut être associé ou non, à une prise de médicaments. Alors, de manière individuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu que le stress était un facteur de survenue de plusieurs maladies. On a vu aussi que la fonction de la sage-femme est une fonction qui est inhérente avec la pression. On ne parle même pas des conditions de travail parce que ça, c'est propre à beaucoup de centres de santé. Mais on a choisi le métier et donc il faut pouvoir trouver des moyens de réduire ce stress le temps que tous les mécanismes, toutes les promesses qui nous ont été faites puissent prendre place. Donc, c'est de savoir reconnaître et gérer ses émotions. Ça, c'est des choses que normalement on devait nous apprendre petit, mais on ne nous a pas appris, il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est avoir une activité physique régulière, faire des pauses pendant la journée, respecter les pauses. Donc, dans vos centres de santé, dans vos districts, il faut que vous ayez un système de planification pour que, même s'il y a la permanence, il y a une qui reste, qu'on se relaie pour prendre les pauses. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de sages-femmes travaillent sans prendre de pause et ça impacte leur santé physique et mentale. Il y a eu une étude de l'OIT qui dit qu'en Côte d'Ivoire, les infirmiers et les sages-femmes travaillent en moyenne 50 heures par semaine. À peu près 50 heures, voire plus pour certains centres de santé. Ce qui n'est pas normal. On doit être à 40 heures. Donc, vous voyez que ça, déjà, c'est épuisant. Donc, si dans ce système-là, on n'a pas trouvé les moyens de mettre des pauses, ça complique encore l'affaire. Après, aussi, c'est de pouvoir se reconnecter au sens du travail. C'est pas évident parce que on va être réaliste, on est entre nous. Il y a des personnes qui ont embrassé la carrière parce qu'il n'y avait pas d'autre chose sous la main, ou bien parce qu'il y a eu une opportunité qui s'est offerte. Mais ce n'était pas une vocation, ce n'était pas un choix, sinon ce n'était pas un premier choix. Et pour ces personnes-là, il sera plus difficile d'être sage-femme sur le long terme. Parce qu'on n'est pas aligné avec le métier. Il y a des personnes qui n'aiment pas le sang, mais qui sont sages-femmes. Ces sages-femmes-là, elles auront toujours des problèmes si elles sont en salle d'accouchement, parce qu'intrinsèquement, elles n'aiment pas le sang. Donc, en tant qu'individu, il faut identifier ses valeurs personnelles. Si ça ne colle pas, on commence à chercher une réorientation professionnelle. Ça veut dire qu'on n'est pas à notre place. On pense qu'on vient là pour avoir de quoi vivre, mais à la longue, ça va nous rendre malades. C'est de clarifier ses objectifs professionnels. Je suis sage-femme, qu'est-ce que je veux devenir demain? Quelle est la spécialité que je veux faire? Quel est le poste que je veux atteindre? Et se donner des objectifs et des moyens pour atteindre ces objectifs-là. Parce que par moment, on peut être là, être frustré parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas. Et c'est de pouvoir trouver satisfaction dans ces missions. Aujourd'hui, j'ai fait une garde sans décès de bébé, de maman. Il faut célébrer. Il ne faut pas attendre que le médecin-chef, la majeure de la maternité ou on appelle ça quoi, la PF vienne me dire
dont tu as bien travaillé. Il faut que toi-même, en tant que sage-femme, tu puisses célébrer tes petites victoires, tu puisses être reconnaissante, avoir de la gratitude pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis. Parce que ce n'est pas rien que de donner la vie et de préserver deux vies. C'est quelque chose d'énorme. Mais à force de le faire, vous avez l'impression que c'est banal. Il faut pouvoir prendre des pauses et se dire que je suis une super héroïne. Vous avez le droit de dire ça parce que c'est le cas. Et c'est d'avoir des limites claires en termes d'horaire de travail. Quand on a fini sa garde, on va se reposer. Bon, on glisse, donc ça devient compliqué parce qu'on a les petits gombos ci et là. Le temps de repos n'est pas suffisant et quand on revient au centre de santé, ça peut être compliqué. Donc, c'est vrai, il faut glisser, mais il faut bien glisser. Il faut avoir des gombos, mais il faut pouvoir être réaliste dans ces gombos. Ne pas prendre des gombos qui nous dépassent et forcément, en avançant, ça sera compliqué. Il y a une Mélanie Assis, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Mélanie Assis, vous pouvez fermer votre micro? Mélanie Assis, fermez votre micro, s'il vous plaît. Et donc, avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est de pouvoir trouver du temps pour soi, c'est très important. Au-delà du fait que vous êtes sage-femme, nous les femmes en Afrique, on a ce fléau-là qui fait que on est censé porter notre maison, on s'occupe des enfants, du mari, de la famille, de la belle famille. Et cette attente sociale-là, et cette pression sociale vient rajouter encore une couche sur tout ce qu'on a comme pression au travail. Donc, trouvez le moyen d'avoir des hobbies, d'avoir des moments à vous. Si c'est d'aller au spa, de vous faire tresser, d'aller en randonnée, d'aller marcher, excusez-moi, d'aller nager. Chacun a quelque chose, une activité qu'il apprécie. Donc, trouvez cette activité-là et donnez-vous du temps et des moyens pour faire ces activités-là. Ça va seulement vous faire du bien, mais ça va vous recharger. Quand vous revenez à l'hôpital, vous êtes gonflé à bloc. Mais ne faites pas maison, maternité comme un essuie-glace d'une voiture. Ça ne peut pas marcher parce que l'être humain a besoin de se recentrer, de se nourrir intrinsèquement. Ce petit enfant qui est en vous, il faut que vous puissiez continuer à le nourrir parce que c'est ce qui va permettre que vous allez faire, ça va vous encourager à travailler, à mettre tout à disposition pour réaliser vos rêves. Donc, savoir dire non, c'est important. Je suis sur telle tâche, je ne peux pas faire ceci. Ou non, non, actuellement, je suis occupée à remplir les documents administratifs. Je ne peux pas aller faire ça. C'est important aussi de le dire parce que souvent, on est débordé, mais on veut tellement satisfaire notre collaborateur ou notre responsable qu'on dit oui à tout et puis après, on n'arrive pas à tout faire et ça crée des conflits. Nous-mêmes, on n'est pas satisfait, on est frustré. Et puis enfin, c'est le rechercher de l'aide. Quand ça ne va pas, ne pas avoir honte de dire que ça ne va pas. On est des femmes, on sait qu'au travail, c'est dur. À la maison, c'est encore plus dur. Et je disais un jour à une sensibilisation aux sages-femmes, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a beaucoup de problèmes avec les sages-femmes. Je pense que ça doit être lié à la profession, au fait qu'elles laissent leur maison pour partir travailler. Et vraiment, ce n'est pas évident. Il faut pouvoir trouver quelqu'un dessus, quelqu'un de, un professionnel en tout cas, pour parler de ça. Ne gardez pas les choses pour vous. Ne prenez pas, ne portez pas tout le monde, tout le poids du monde sur vos épaules. Vous avez besoin de vous décharger. Vous avez besoin de vous faire écouter. Ça ne fait pas de vous des personnes faibles. Au contraire, ça fait de vous des personnes sensées. Donc, il est important de pouvoir, de temps en temps, trouver un espace pour se libérer. Et c'est ce à quoi nous, en tant que programme, on va s'atteler pour les années à venir. Et on a un numéro vert que vous pouvez appeler également le 143. Je pense que dans les questions, on pourra revenir là-dessus. Et donc, après cette enquête-là, ce qui a été réalisé, c'est quoi? C'est qu'on a élaboré des normes et directives qui ne sont pas encore validées, mais on l'espère qu'ils seront validées cette année. On a aussi élaboré des modules de formation de base, surtout que pendant l'enquête, 94% des personnes enquêtées
ont manifesté ce besoin-là de se faire former. Et puis, avec la DRH, nous sommes en train de travailler sur un plan d'action qui sera soumis très bientôt spécifiquement pour les agents de santé avec un focus sur les sages-femmes parce que c'est quelque chose qui tient au cœur de notre premier patron de pouvoir prendre soin, de faire la promotion de la santé mentale des sages-femmes. Et puis, on a lancé la plateforme d'assistance psychologique via la plateforme Eco Sage-Femme. Aujourd'hui, le programme est en train de a pratiquement fini la mise en place d'une plateforme de promotion de la santé. Ça sera pour tout le monde. Et on va faire le lancement bientôt. Ça devait se faire le mois dernier, mais on n'a pas pu. Ça va nous permettre d'être en contact avec vous, quelle que soit votre situation géographique, quelle que soit votre presse. On aura des sous-groupes de parole, on aura des échanges entre pairs, on aura une partie qui nous permettra de faire des bilans psychologiques à distance. Donc, vraiment, le programme bosse, le ministère bosse pour que vraiment la santé mentale des sages-femmes soit pris en charge, soit pris en compte. Et je pense qu'on vous invitera en tout cas pour le lancement qui se fera bientôt. Et à l'issue donc de cette enquête, il y avait des recommandations que j'ai tenu à vous rappeler. C'était de mener des actions de sensibilisation, de formation. On a commencé avec ASFI, on va continuer à vous sensibiliser. On va faire le tour de vos presses. Bientôt, je pense qu'à la fin du mois, il y aura une formation pour des responsables, des sages-femmes majors, les responsables de maternité avec UCP Banque mondiale. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que les presses soient indépendants. Voilà, qu'on puisse vraiment former des référents santé mentale par presse et qu'elles puissent en retour former les équipes et puis nous, on vient par derrière faire de la supervision. Et puis, j'ai parlé de la mise en place du dispositif. On comprend également que nos responsables doivent être formés. Eux aussi, ils ont un programme bien à eux qui inclut dans le plan dont je vous parlais, qui sera soumis à la direction des ressources humaines pour former tous les DD, les D, en tout cas tous ceux qui sont responsables pour que leur style de management puisse aider donc à préserver votre santé mentale. Et puis, forcément, on aimerait bien venir dans tous vos presses pour faire de la sensibilisation, de la formation, mais on est un peu limité en termes de moyens en tant que département, en tant que force. Et on fait tout pour pouvoir avoir les équipements et les moyens pour être vraiment à votre côté, d'où l'intérêt même de développer cette approche digitale avec la plateforme qui sera mise en service bientôt. Et puis, vous mobiliser en tant qu'agent de santé à la promotion de la santé mentale. Aujourd'hui, grâce à cette plateforme ECO, on peut partager quelques petites informations qui, je pense, sont utiles et vous devez vous faire les ambassadeurs de la santé mentale, relayer ces informations pour que le maximum de personnes puissent être informées et ne pas hésiter vraiment à nous appeler, à nous approcher en cas de problème. Pour celles qui sont sur Gagnoa, il y a une équipe du programme qui est sur place. On a un psychologue, des personnes qui peuvent faire du soutien de première ligne, qui sont avec vous. Approchez-les, parlez, ouvrez-vous. On se fera un plaisir vraiment de vous accompagner, de vous appuyer. Et pour celles qui ne sont pas à Gagnoa, il faut savoir que le Programme national de santé mentale a désormais un centre dédié pour les agents du ministère de la Santé. Ce centre-là, c'est le centre d'expertise médico-psychologique qui se situe au niveau de la Palmeraie. Voilà. Au niveau de la Palmeraie, pharmacie Viateur. Et donc, vous pouvez passer, on va laisser les contacts. Vous allez pouvoir passer pour voir s'il y a un problème pour qu'on puisse nous aider à sortir de là. Donc, c'est sûr, c'est quelques mots-là que je vous dis merci pour l'écoute attentive, pour la participation à ce webinaire.
Et puis, je vais laisser place aux questions si vous en avez. C'est avec plaisir que je vais y répondre. Merci beaucoup. Madame Koné, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Madame Koné, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Allô? Est-ce qu'on m'entend toujours? Allô? OK, donc on va laisser place aux questions. Si vous avez des questions dans le chat ou en ligne ou sur place, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense qu'on a encore un peu de temps pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Mireille, sur place, est-ce qu'on a des questions? Si c'est le cas, vous pouvez ouvrir un micro. Allô? Il y a une question. Ok, docteur qui ne quitte pas, il y a une question. D'accord. Ah non. Merci. Docteur Kissi. Oui, je n'entends pas. Si tu peux rapprocher le micro. Si j'arrive d'abord. Il y a une participante qui souhaite que tu reprennes les signes d'alerte. Les signes d'alerte, d'accord. Donc, je vais repositionner ma place. D'accord. Donc, les signes d'alerte, on a dit que la santé mentale avait 4 composantes. C'est bon à voir que la santé mentale avait 4 composantes. Et donc, au niveau des signes d'alerte, une seule femme qui fait beaucoup d'erreurs dans les soins, qui se trompe, qui ne prend pas les décisions à temps ou ne prend pas de bonnes décisions, ça veut dire qu'elle a des difficultés de concentration. Une personne qui va avoir des tendances à avoir qui aura tendance à avoir des pensées pessimistes, critiques sur elle-même, sur son travail, elle critique tout. On a l'impression qu'elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle fait, de ce qu'elle vit. Si c'est tout le temps, ça dépasse 2 semaines, 3 semaines, ce sont des signes de souffrance psychologique. Une personne qui va ruminer tout le temps sur des événements stressants ou des échecs. Moi, la même, je ne vaux rien. Tout ce que je fais ne marche pas. Mais qui est constamment là-dessus, c'est un problème. Si on prend une personne qui est tout le temps désespérée, qui est pessimiste, qui est irritable, qui pleure pour rien, qui est très anxieuse, elle est tout le temps inquiète, ça aussi, c'est un problème. Vous avez une collègue qui est tout le temps malade. Si on est sûr qu'on a fait le bilan de santé, qu'il n'y a rien en termes de pathologie physique, quoi qu'elle somatise, il faut se pencher sur la partie psychologique. Parce que quelqu'un ne peut pas être malade tous les mois, la personne est fatiguée. Même si vous lui donnez 100 jours de repos, quand elle revient, elle est toujours fatiguée. Une personne qui a des maux de tête, des douleurs musculaires en un point fini, qui ne dort pas bien, et sur des jours et des jours et des jours, parce que le sommeil est un indicateur d'une bonne santé mentale. Avoir un bon sommeil, ça veut traduire aussi que vous avez un bon état de santé mentale. Mais quelqu'un qui ne dort pas, qui a des difficultés à dormir, il faut creuser un peu. La cause peut être professionnelle comme ne peut être professionnelle. Et puis, comme je disais, je connais ma collègue, on fait la garde ensemble. Elle aime se saper. Un moment, je vois qu'elle ne s'entretient plus, elle se délaisse. Elle commence à mettre les mèches de couleur verte. Elle commence à s'habiller d'une manière bizarre. Mais tu sens qu'au niveau même de
de l'hygiène corporelle, même il y a un problème. Elle a un changement de comportement. Quelqu'un que tu n'as jamais vu boire, tu sens qu'il y a un changement de comportement. Cette personne commence à boire. D'autres femmes, même, c'est des comportements sexuels à risque. C'est une collègue qui était là, vous travaillez, tu n'as jamais entendu qu'elle a deux, trois gars. Et à un moment donné, elle commence à enchaîner les relations à risque. Elle a deux, trois, quatre gars, elle t'en parle avec fierté. Et tu sais profondément que ce n'est pas comme ça elle est. Il faut aller regarder. Ça peut être un problème. Comme je disais, le problème peut avoir plusieurs causes. Maintenant, c'est là qu'on se dit, s'il y a quelque chose, bon, voisine ou bien chers collègues, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, je te trouve un peu changé, n'hésite pas, je suis là. C'est proposer son aide, être une oreille attentive, une épaule sur laquelle elle peut se poser. Ne pas la juger en disant que c'est là. Elle mène une vie de débauche. Elle commence à boire. Elle aime trop se fâcher. Et puis s'éloigner d'elle. Au contraire, ce sont des signaux qui montrent qu'elle a besoin d'aide. Parce que si on ne lui tend pas la main, si personne ne lui tend la main ou l'aide à s'orienter vers un professionnel, un matin, vous allez entendre qu'elle s'est suicidée. Vous allez entendre qu'elle a fait quelque chose de grave, d'irréparable. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la dame. Si c'est le cas, on va prendre une autre question. Il y a une main en ligne, Madame Assita Traoré. Merci, merci. Bonsoir, merci vraiment pour la brillante présentation. Ça nous a vraiment beaucoup édifiés. Maintenant, ma question, c'est dans le contexte de ce charge de travail. Vraiment, comme vous l'avez dit, en salle d'accouchement, souvent, ce n'est pas simple. Quelle stratégie vraiment vous recommandez pour pouvoir préserver la santé, notre santé mentale sans vraiment compromettre la qualité des soins? C'est ça. Oui. Ok, merci beaucoup, Madame Traoré. Justement, en salle de travail, il y a beaucoup de... en salle d'accouchement, il y a beaucoup de travail. Donc, ce qui peut être fait, ce sont des actions de deux ordres. Donc, il y a ce qu'on appelle les actions collectives qui doivent être menées par la structure directement ou par la direction départementale et puis on remonte jusqu'à la DRH, au ministère. C'est de renforcer les équipes pour qu'on ait des équipes qui tournent, qui permettent aussi un bon temps de repos pour les sages-femmes de la salle d'accouchement. Malheureusement, on est bien conscient que le nombre, on va dire, nous sommes en effectif réduit. On n'a pas assez de sages-femmes. Sinon, il y a des zones où les sages-femmes ne veulent pas aller, des zones reculées. Là, on n'a pas le choix. C'est vraiment de faire un travail collaboratif et participatif, de pouvoir avoir des process de travail très clairs, c'est-à-dire on est en salle d'accouchement, je sais que je suis avec une seule personne, on a du monde, de clarifier les tâches, de communiquer et de pouvoir s'entraider. Ça, c'est sur place. Quand on a bien clarifié les rôles, les tâches, on sait ce que chacun doit faire, et puis on est vraiment une équipe soudée qui communique, on s'entraide, ça ne sera pas facile, mais on ne sera pas en train de se piétiner ou la charge de travail ne va pas reposer sur une seule personne. La deuxième chose, c'est le temps de récupération. C'est de pouvoir profiter à fond de son temps de récupération. Parce que je suis dans une zone où, présentement, peut-être même que le directeur du centre ou bien le médecin-chef a fait une demande de renforcement de ressources humaines. Mais cette réponse tarde à venir parce qu'au niveau de la direction des ressources humaines, on n'a pas encore assez de personnel pour affecter à votre centre de santé. Là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé maintenant d'avoir du temps de qualité, de bien profiter des temps de repos. Je vous ai parlé des activités qui vous ressourcent en tant qu'individu. Ça sous-entend que moi, en tant qu'individu, je me connais. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me ressource? Comment je mets en place un système pour évacuer le trop-plein d'émotions, parce que c'est beaucoup d'émotions que vous traversez durant la garde. Un accouchement, c'est jamais simple. Et c'est beaucoup d'efforts physiques. Donc, comment je fais pour évacuer ça?
Ça, c'est des techniques qui sont individualisées, qui doivent être personnalisées. Moi, je sais que Madame Traoré, peut-être que j'aime passer du temps avec mes enfants. Quand je les vois sourire, ça me fait plaisir et c'est comme si ça générait en moi des hormones qui me permettent de dormir, des endorphines. Je vais faire des activités créatives pardon, avec mes enfants. Si c'est la piscine, si c'est marcher, si c'est la prière, d'autres vont dire, quand je lis le Coran, bien j'écoute les, les sourates qui passent, ça m'apaise. Donc, c'est à chacun de trouver vraiment cette activité qui nous régénère, qui nous recharge. Après, il faut pouvoir manger sainement parce que la nourriture constitue un élément qui va venir fortifier notre santé mentale. Vous voyez? Et c'est de pouvoir avoir de bonnes relations interpersonnelles, créer un réseau de soutien. Donc, ma famille, mes amis, mes collègues, avoir des personnes, quand c'est dur, qui sont là pour vous encourager, pour vous motiver, qui vous soutiennent dans vos difficultés. Et puis surtout, nous, en tant qu'agents de santé, particulièrement les sages-femmes, c'est de pouvoir, un peu, on va dire au fur et à mesure, un peu, c'est pas facile, introduire cette notion où la famille vous aide. Parce que imagine que vous avez fait une longue garde, que vous rentrez, vous devez encore faire le ménage, préparer. Il faut pouvoir éduquer vos enfants, les impliquer dans les tâches ménagères. Il faut pouvoir impliquer vos conjoints à vous aider. Le peu qu'il peut faire, qu'il le fasse pour soulager un peu vos charges et vous permettre de vraiment vous reposer et de récupérer afin de revenir. Donc, voici quelques tips que je peux donner pour ces personnes-là qui sont à des postes où il y a beaucoup de charges, notamment en salle d'accouchement. Et on pourra vous partager, on a une fiche de 10 conseils qu'on pourra vous partager. Donc, merci beaucoup, Madame Traoré, pour le petit émoticône qui vient, qui me réjouit aussi. Merci. OK, on a une intervention du Burkina dans le chat. C'est M. Yacouba Sanogo. On a quelqu'un d'autre du, du Cameroun. En tout cas, on dit merci à tous les confrères, à tous les frères africains de la sous-région, de l'Afrique centrale qui nous suivent et qui nous laissent des messages d'encouragement. Merci. Et puis, n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole pour partager votre expérience dans votre pays. Je pense que ça vous fera plaisir de savoir comment vous êtes organisé aussi au niveau de vos différents pays. Est-ce qu'en salle, on a d'autres questions? Je pense qu'on tient à la fin de notre webinaire. Est-ce qu'on a d'autres questions en salle? Mireille? Docteur. Allô? En fait, ça fait écho. Il n'y a plus de questions, docteur. S'il n'y a pas de questions en salle, on va peut-être conclure. D'accord. OK, on peut conclure, docteur. Allô? On peut Docteur, nous, on conclure. t'entend. D'accord. On peut conclure. D'accord. C'est moi qui ai du mal à vous entendre un peu. OK. OK. Bienvenue, Madame Leslie Agbo. Oui, est-il possible de partager les présentations? Oui, je vais donner ça au point focal, comme ça ils pourront vous partager, pour ceux qui sont dans le chat qui demandent la présentation. Et puis, oui, je pense qu'elle est de la Côte d'Ivoire. Donc, pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, je pense que le point focal ASFI, c'est formation, il me semble, on pourra partager la présentation par la suite, qui va vous relayer ça sur vos différentes plateformes. Nadège, Madame Nadège Ouedraogo, elle dit juste merci pour la présentation depuis le Burkina. Merci beaucoup, Madame Nadège, merci à vous.
Et je pense on a commencé avec, je pense, 30 minutes de retard. C'est ce qui fait que je traîne un peu les pas pour conclure. Mais je pense qu'il n'y a plus de questions en salle et il n'y a plus de questions en ligne. Donc, je tiens donc à vous remercier toujours au nom de mon directeur coordonnateur, le professeur Kwa Simon Médard, pour l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir faire cette présentation avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de passer de très belles festivités pour celles qui sont sur place à Gagnoa et pour celles qui pourront le suivre en ligne. Et comme je vous disais, des choses sont mises en place pour que les agents de santé, notamment les sages-femmes, puissent trouver du soutien lorsque ça ne va pas. Il y a des ressources, il faut les utiliser pour les différentes plateformes. On va communiquer le numéro du centre d'expertise. On va communiquer également les différents flyers de sensibilisation. Donc, n'hésitez pas à en faire le relais et puis surtout à nous appeler aux besoins. Donc, je vous dis merci. Sur ce, prenez soin de vous et soyez des ambassadeurs désormais de la santé mentale auprès de vos collaboratrices. Voilà, je suis une maman assurée par mon enfant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parturientes, de vos patientes et faites attention les uns aux autres, sinon les unes aux autres. Et je vous dis merci, agréable soirée à tout le monde. Merci, docteur. Merci. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain pour traiter d'autres sujets sur le développement de la petite enfance et puis le burn-out chez la sage-femme. Donc, c'est des thèmes très importants. Invitez les autres sages-femmes pour qu'on puisse en débattre demain. Merci et bonne soirée à tous. Merci, merci. Si on pouvait avoir le lien plus tôt pour pouvoir faire profiter beaucoup de sages-femmes, ça nous fera plaisir. Merci, merci. Donc, Mireille, après ce que la femme a dit, il faut voir si sur place, on peut on peut se connecter, c'est-à-dire, je vais voir avec Corinne pour qu'elle crée un lien spécialement pour le masterclass. Vous allez pouvoir partager. Donc, si c'est possible de faire ça là-bas, tu me dis ce soir et je lui dis pour qu'elle crée un lien, comme la dame l'a demandé. Et puis, je vois qu'il y a une autre question. Je voudrais savoir s'il y a un temps limite pour passer en salle d'accouchement. Madame Mélanie Assib, est-ce que vous pouvez m'écrire directement en inbox si vous êtes sur la plateforme e-santé, éco-santé, éco-sage-femme? Écrivez-moi en inbox. Comme l'intervention est finie, je vais vous répondre en inbox. Mélanie Assis, si vous m'entendez, écrivez en inbox. Merci beaucoup. OK, merci.